Tous les peuples et toutes les communautés qui ont gagné le combat de la réparation et de l'indemnisation se sont dotés d'organisations unitaires solides et représentatives des dites communautés. À titre d'exemple, les Chinois ont la Convention mondiale des Chinois et les Juifs ont le Congrès mondial juif. Pourtant, nous les Noirs, malgré le fait que nous sommes forts numériquement, nous ne savons toujours pas encore faire jouer le nombre en notre faveur. En sorte que, malgré notre force numérique, nous ne sommes pas encore dotés d'organisations fédératrices fortes et crédibles, pouvant nous représenter et qui parleraient d'une seule et même voix quand vient le moment de porter une cause qui nous concerne tous et toutes en tant qu'Africains, en tant qu'Afro-descendants. Jean Fils-Aimé, juin 2021. Vidéo et montage Technical Fowl Productions. Direction artistique et de la photographie Winnie J. Microphone Jean Fils-Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes tout à fait bien disposés à passer la prochaine heure avec nous. Au cours de la prochaine heure, nous allons parler de changements dans les pays noirs. Les amis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais plus je réfléchis sur l'histoire des peuples africains, sur l'histoire des peuples noirs, sur l'histoire des peuples d'afro-descendants, plus je réalise comment ça n'a pas véritablement changé. Pensons par exemple aux années 60 qu'on appelle pompeusement les années de la décolonisation. À part le fait qu'en apparence, les colonisateurs sont partis, qu'est-ce qui a véritablement changé pour le mieux pour nos populations? Vous me direz pas grand-chose. Les forces de blocage sont encore là. Les agents de changement sont neutralisés, en sorte que la question du changement dans les pays noirs se pose. Et là, je voudrais réfléchir avec vous ce matin sur comment produire des changements véritables dans les pays africains, comment produire des changements véritables dans des pays noirs, dans des pays d'afro-descendants. Vous me connaissez, on va y aller par méthode, on va y aller étape par étape. Je vais prendre le temps de vous expliquer comment on produit des changements. Et vers la fin, nous comprendrons mieux pourquoi des changements véritables n'ont pas encore été produits dans nos pays. C'est possible de le faire, mais il faut comprendre comment on produit des changements. À ce stade-ci, vous connaissez le rituel. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Je vous veux éveillé et attentif car ce qu'on vise dans cette chaîne, ce ne sont pas les émotions. Ce qu'on vise, c'est votre intelligence. On veut que vous compreniez et que, comprenant, vous agissiez sur les blocages pour les transformer en agents de changement. Restez là, je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Avant la pause, on s'était promis de réfléchir à la manière dont on peut produire des changements chez nous. S'il y a une unanimité
parmi nous, les Africains, parmi nous, les Noirs, les Afro-descendants, c'est que nous souhaitons tous que ça change. Parce que nous n'en pouvons plus de souffrir, nous n'en pouvons plus d'être considérés comme les damnés de la terre, nous ne pouvons plus de recevoir les miettes, ce dont les gens se débarrassent. Nous ne pouvons plus d'être considérés toujours comme étant les raclures de l'humanité. Nous n'en pouvons plus de nous retrouver justement au bas de la pyramide humaine, comme au moment où, au 19e siècle par exemple, on hiérarchisait les humains. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus grands scientifiques qui vont enseigner ces bêtises-là, mais dans les faits, quand on regarde les chiffres, les Noirs se retrouvent au bas de l'échelle sociale en matière de pouvoir de consommation, en matière de pouvoir économique, en matière d'organisation politique, en matière d'indicateurs socio-économiques, peu importe l'indicateur considéré, nous nous retrouvons au bas de l'échelle sociale. À un moment donné, nous devons prendre le temps de réfléchir à la manière dont on produit des changements. Pourquoi d'autres communautés, pourquoi d'autres peuples qui sont pourtant partis de loin, d'autres peuples qui n'ont pas toutes nos potentialités, d'autres peuples qui n'ont pas toutes nos ressources à nous, pourquoi ont-ils réussi à transformer leurs menaces en opportunités, tandis que nous continuons de traîner et à perpétuer ce fameux cycle de Sisyphe. Je crois que, en matière d'intelligence, nous n'avons rien à envier aux autres. Je crois qu'en matière de ressources, c'est nous qui sommes enviables. C'est les autres qui doivent nous envier. Ce qu'il nous manque, c'est la volonté de produire un changement. Au fait, je nous comprends. C'est qu'avec le temps, la volonté de produire le changement s'est érodée parce que on nous a si souvent trompés, on nous a si souvent fait miroiter une autre réalité que nous sommes devenus aboulis, que nous en sommes venus à perdre tout espoir. Si nous sondons nos jeunes sur la capacité de changer leur pays pour le mieux, mais ils n'y croient pas vraiment. Et je ne les juge pas, parce que nous, de la génération précédente, nous n'avons pas fait le travail qui consistait à les aider à croire au changement. Parce que ces changements-là, nous ne les avons pas produits. Pourquoi avons-nous échoué? Qu'est-ce que nous n'avons pas compris dans le processus qui amène au changement? Eh bien, c'est ce que je voudrais voir avec vous à l'émission d'aujourd'hui. Première étape pour produire le changement, et elle est importante cette étape-là, nous allons voir les 10 C du changement, qui sont au fait les 10 étapes conduisant au changement véritable. Donc, le premier C, qui est la première étape du changement, c'est conscientiser. C'est pour ça que je ne me lasse pas de produire des émissions sur ma chaîne. C'est pour cela que mon équipe et moi, nous sommes infatigables quand vient le temps de mettre, n'est-ce pas, sur notre chaîne une nouvelle capsule, une nouvelle émission. La motivation derrière tout cela, c'est de vous conscientiser. Et vous savez, dans n'importe quoi, la conscientisation est fondamentale. Si vous n'êtes pas conscient de votre maladie, vous n'irez pas voir le médecin. Si vous n'êtes pas conscient que vous avez un problème, vous ne chercherez pas de solution. Si vous n'êtes pas conscient que vous pouvez changer votre vie, si vous n'êtes pas conscient que vous pouvez changer votre état, si vous n'êtes pas conscient que vous pouvez changer votre nation, vous ne déploierez aucun effort pour produire ce changement. D'où la nécessité du premier C. La nécessité de cette première étape, la conscientisation. Qu'est-ce que c'est que conscientiser? Conscientiser, c'est créer un sentiment d'urgence. Conscientiser, c'est justement dire aux concernés qu'il y a un problème, que la situation n'est pas normale, que la situation n'est pas acceptable.
Vous savez, à force de souffrir, nous les peuples noirs, nous finissons par accepter ce qui n'est pas acceptable. Nous finissons par défendre ce qui n'est pas défendable. Nous finissons par nous accommoder de ce qui n'est pas normal. Et je vous le dis, ce n'est pas normal que vous ne puissiez pas manger à votre faim. Ce n'est pas normal que vous n'ayez pas d'eau potable. Ce n'est pas normal que vous ne puissiez pas circuler librement à l'intérieur de votre pays, à l'intérieur de votre nation. Ce n'est pas normal que vous ne puissiez pas envoyer vos enfants à l'école. Ce n'est pas normal que vous n'ayez pas un toit décent. Ce n'est pas normal que vous ne puissiez pas vous accomplir, peu importe le rêve que vous caressez, peu importe l'objectif que vous poursuivez. Et vous savez pourquoi c'est difficile de conscientiser les gens? C'est qu'il y a des forces de blocage qui se sont données pour mission de nous faire croire que c'est normal pour nous d'être pauvres. Il y a des agents de blocage qui se sont donnés pour mission de nous faire croire que c'est normal que tout le monde ne puisse pas aller à l'école. Depuis l'époque de l'esclavage, en passant par l'époque de la colonisation, à l'époque soi-disant de la décolonisation, l'époque contemporaine, il y a toujours eu des agents de blocage qui se sont imposés pour devoir de nous entrer dans la tête que c'est normal de nous contenter de peu, que c'est normal de nous contenter des miettes, que c'est normal de nous contenter de ceux dont les autres n'ont plus besoin. Et avec le temps, ça devient même un mal d'avoir de grands rêves. Ça devient même un mal d'être ambitieux. D'ailleurs, dans notre culture, nous confondons souvent le fait d'être ambitieux avec le fait d'être envieux. Envier quelqu'un, c'est le détester pour ce qu'il a. Mais être ambitieux, c'est une vertu au contraire, c'est de viser le sommet, c'est de viser ce qu'il y a de grand, c'est de viser ce qu'il y a de beau, voire de plus beau pour soi. À l'école, on ne nous a pas appris à être ambitieux. Nos religions ne nous ont pas appris à viser le sommet. Au contraire, que ce soit l'école nous dit, pour être bien, il faut être ailleurs. Il faut se retrouver dans les pays tuteurs. Il faut voyager, il faut émigrer. Tandis que les religions nous disent que le bonheur n'est pas sur terre, le bonheur se trouve dans l'au-delà. Alors comme vous avez l'école qui vous convainc que le bien-être n'est pas chez vous, mais que le bien-être se trouve en France, en Belgique, au Royaume-Uni, aux États-Unis, mettez-en, eh bien, vous ne déployez plus aucun effort pour être bien chez vous. Et quand, en plus, les religions vous disent, les religions importées vous disent, écoutez, vous avez été maudits par le Créateur et que le seul moment où vous serez véritablement bien, c'est dans l'au-delà, est-ce étonnant que nous soyons devenus abouliques, c'est-à-dire que nous n'ayons plus aucune volonté d'opérer des changements. D'où la nécessité pour des gens influents, pour des gens comme moi, pour des gens comme vous, et nous allons les voir, les gens influents, d'où la nécessité pour nous de réussir cette première étape, la conscientisation. Vous savez, on l'a dit, il n'y a pas de pire malade que le malade qui se croit en bonne santé. Au fait, quand on est conscient de sa maladie, on est à moitié guéri parce que on est en quête de remède, on est en quête d'une solution. Mais quand on n'est même pas conscient qu'on est malade, on est condamné à mourir de cette maladie parce que la première étape pour produire un changement, c'est d'en être conscient. Voilà pourquoi je suis dur avec les influenceurs qui ne conscientisent pas leur collectivité. Je suis dur avec ceux qui ont la possibilité, n'est-ce pas, d'infléchir l'opinion, ceux qui sont dans les médias sociaux, ceux qui sont dans les médias traditionnels, ceux qui sont dans les médias de masse, les artistes, les intellectuels, les professeurs. Je suis dur envers eux quand ils ne consacrent pas leur énergie à conscientiser leur collectivité sur le fait que la situation qu'elles vivent, ces collectivités-là, ne sont pas normales. Et que non seulement il est possible de changer cette situation, mais qu'il est impératif de changer cette situation. Premier C pour produire un changement, conscientiser.
sensibiliser. Deuxième étape pour produire le changement, c'est même le deuxième C pour produire le changement dans cette grille que j'ai construite, c'est coaliser. Coaliser, ça veut dire fédérer les forces. Coaliser, ça veut dire conclure des alliances. Vous savez, peu importe ma volonté de voir un changement se produire dans mon pays d'origine, Haïti, peu importe votre volonté de voir se produire un changement dans votre pays respectif, vous n'y arriverez pas tout seul. Vous devez conclure des alliances, vous devez fédérer vos forces, vous devez vous mettre ensemble, vous devez vous coaliser avec les autres. Je n'ai pas dit réussir l'unanimité. L'unanimité est très difficile. Si vous êtes une population de 10 millions, si vous êtes une population de 20 millions, de 30 millions, de 5 millions, il est impossible que 10 millions de personnes tombent d'accord sur la même chose. Mais quand on dit coaliser, quand on dit conclure des alliances, c'est établir justement un consensus. Consensus n'est pas synonyme d'unanimité. Essayez, n'est-ce pas, d'établir des coalitions, des alliances au-delà de votre cercle privé pour que le plus grand nombre possible de gens en viennent à être sensibilisés à la nécessité du changement. Vous connaissez la règle? Si 10 à 20% d'une population est consciente d'un problème, ça suffit pour changer la population. Je vais reprendre cela. Lorsque 10 à 20% d'une collectivité, lorsque 10 à 20% d'une communauté, lorsque 10 à 20% d'une population sont conscients justement du problème, cela suffit pour produire le changement. On n'a pas besoin que les 80%, n'est-ce pas, soient convaincus du problème. Les 10 à 20% qui sont conscients du problème, s'ils sont coalisés, s'ils sont bien organisés, s'ils ont une vision claire, nous allons en parler, s'ils mettent sur pied, n'est-ce pas, des stratégies efficaces, eh bien 10 à 20% d'une population qui sont sensibilisés et qui sont coalisés suffisent pour produire le changement. Mais se coaliser avec qui? Conclure une alliance avec qui? Telle est la question. Et donc, nous allons devoir regarder ensemble quels sont ceux qui ont une influence sur le comportement de nos collectivités, quels sont ceux qui ont une influence sur, si vous voulez, les habitudes de nos populations, et nous allons chercher auprès de ces forces-là, qui sont pour l'instant des forces de blocage. Notre objectif, c'est de les transformer en agents de changement. Et si, dans chacune de ces forces-là, si dans chacun de ces secteurs, nous arrivons à recruter entre 10 à 20% d'hommes et de femmes de bonne volonté qui sont pour le changement, cela va nous suffire pour produire le changement. Regardons les forces en présence dans nos pays. Première force. Malheureusement, c'est jusqu'à présent une force de blocage. La première force, et je vous invite à ne pas la sous-estimer, cette force-là, c'est le secteur religieux. Regarde, ça devient un cliché. Les peuples noirs sont très croyants, les peuples noirs sont très religieux, les peuples noirs vont dans des mosquées, ils vont dans des églises, et précisément parce qu'ils sont très religieux, les vendeurs religieux, les vendeurs de la business religieux les manipulent à souhait. Ça, c'est le constat que nous devons avoir, l'intégrité intellectuelle de faire. On ne peut produire de changement dans des pays noirs, on ne peut produire de changement dans des pays africains, dans des pays d'afro-descendants, sans prendre en compte le fait que la business religieuse, le secteur religieux est très fort, parce que c'est un secteur qui a été mis en place, n'est-ce pas, la business religieuse, depuis le 15e siècle. Les fameux 3M. Quand l'esclavagiste, l'Européen chrétien est arrivé chez nous en Afrique, il n'est pas arrivé seulement comme militaire, c'est le premier M.
Il n'est pas arrivé seulement pour faire des affaires. Donc, le deuxième M, les marchands. Mais il s'est surtout fait accompagner du troisième M, qui est le M le plus dangereux, le M du missionnaire. Et donc, c'est le bras religieux qui était en même temps le bras idéologique de la colonisation, le bras idéologique de l'esclavage. Et maintenant que nous sommes soi-disant dans la néocolonisation, maintenant que l'esclavage a été aboli, eh bien, l'esclavagiste d'hier, le colonisateur d'hier, le néocolonialiste d'aujourd'hui, il continue de nous zombifier, il continue de nous aliéner par la business religieuse. En sorte que si je veux produire un changement dans nos pays noirs, si nous voulons produire un changement dans nos pays respectifs, nous n'avons pas le choix que de transformer ne serait-ce que 10 à 20% de leaders religieux, dont la religion constitue jusque-là une force de blocage. Nous n'avons pas le choix que de transformer, que de recruter entre 10 à 20% de ces leaders religieux-là en agents de développement. À chaque fois que je dois présenter une conférence, à chaque fois que je dois offrir une formation en matière de changement dans les pays noirs, je prends toujours la peine de dire à ceux qui font partie de mon auditoire, ne boudez pas les leaders religieux. On ne va pas les applaudir parce qu'ils sont des agents de blocage dans nos pays. On ne va pas les applaudir parce qu'ils sont des agents d'aliénation. On ne va pas les applaudir parce qu'ils sont des agents de zombification. D'ailleurs, ils ne sont même pas tous des zombificateurs conscients. Beaucoup d'entre eux sont honnêtes en nous parlant de ciel, en nous parlant de Jésus. Beaucoup d'entre eux sont honnêtes en nous disant que être chrétien ou être musulman est plus important qu'être haïtien ou être sénégalais ou être congolais, etc. Donc, ce sont des zombificateurs peut-être inconscients de la nature véritable de ce qu'ils font. Ce sont des aliénateurs inconscients de leur aliénation. D'où la nécessité pour nous qui sommes éveillés d'aller les recruter, ces gens-là, dans le but de transformer les leaders religieux de force de blocage qu'ils sont en agents de changement. Si on veut produire des changements dans nos pays, nous n'avons pas le choix. Nous avons besoin d'au moins 10 à 20% de leaders religieux, musulmans, chrétiens, mettez-en, qui croient au changement et qui vont décider dès lors à mettre leur influence au service du changement. Ça, on l'a déjà vu dans l'histoire. On l'a vu notamment dans l'histoire des États-Unis. Malcolm X était un leader religieux, un leader musulman. Martin Luther King Jr. était un leader religieux, un pasteur baptiste. Mais à un moment donné, contrairement à ce qui se faisait en leur temps, ils ont cessé de parler de bonheur dans l'au-delà. Ils ont commencé à parler de droits civiques, ils ont commencé à parler de dignité, ils ont commencé à parler de vivre ensemble, ils ont commencé à parler d'égalité des chances, ils ont commencé à sensibiliser leurs ouailles sur leurs problèmes véritables. Et ce que ça a donné, c'est justement une reconnaissance sur papier du moins des droits civiques des Noirs. Pour produire du changement dans nos pays noirs, nous avons besoin de coaliser nos forces avec les forces de blocage dans le but de les transformer en agents de changement. Première force de blocage, les leaders religieux. Deuxième force de blocage, ce sont les gens d'affaires. Moi, je les appelle les brasseurs d'affaires transnationaux. Vous notez que contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays où les gens d'affaires semblent développer une conscience sociale, où les gens d'affaires semblent développer une conscience citoyenne, eh bien dans nos pays à nous, malheureusement, la plupart des gens d'affaires qui réussissent n'ont absolument aucune conscience sociale. Ils sont là pour brasser des affaires et ils investissent véritablement ailleurs parce qu'ils se disent, moi je n'ai pas besoin d'améliorer les infrastructures. Au contraire, je fais du capitalisme du désastre
pis c'est pour eux, mieux c'est pour moi. Mais nous ne pourrons pas opérer les changements que nous souhaitons sans recruter dans la classe d'affaires au moins 10 à 20% de gens dont on va essayer de transformer le cœur, pour ainsi dire. On doit essayer de changer entre 10 à 20% d'agents de blocage qu'ils sont en force de changement. En leur rappelant ce que les sciences économiques établissent. Quand l'écart entre riches et pauvres diminue, c'est mieux pour tout le monde. Au fait, nous comprenons une logique de profit. Nous n'avons rien fondamentalement contre les gens d'affaires. Nous avons besoin des gens d'affaires. Nous avons besoin des entrepreneurs. Car il ne suffit pas de distribuer la richesse, il importe d'abord de créer la richesse. Pour pouvoir distribuer la richesse, il faut d'abord la créer. Et en parlant de création de richesse, cela nous prend des entrepreneurs, cela nous prend des hommes et des femmes d'affaires. Donc ce n'est pas les affaires en soi qui constituent un obstacle au développement de nos pays. C'est la conscience sociale, c'est la conscience patriotique, c'est la conscience nationaliste que nous ne retrouvons pas chez la majorité des gens d'affaires de nos pays. Nous avons donc le devoir impérieux, nous avons le devoir humain, nous avons le devoir patriotique d'aller voir ces gens d'affaires et de leur faire la démonstration que ils vont faire de meilleures affaires s'il y a plus de gens qui travaillent. Ils vont faire de meilleures affaires s'ils nous aident à construire des écoles. Ils vont faire de meilleures affaires s'ils nous aident à construire des hôpitaux. Regardons, les pays qui sont véritablement avancés, ce sont des pays au sein desquels l'écart entre les très riches et les très pauvres se rétrécit au fur et à mesure. Car quand l'écart entre les très riches et les très pauvres s'agrandit, on est à la veille en tout temps d'une révolution. On n'est jamais à l'abri, n'est-ce pas, d'une révolte. La révolte des exclus, justement. Dans la mesure où les gens d'affaires sont des gens logiques, si nous leur tenons un langage logique, si nous prenons le temps de leur parler, eh bien, il est possible de recruter entre 10 à 20% de ces gens d'affaires à qui nous allons faire comprendre le gain qu'ils tireront, le profit qu'ils tireront si le niveau de vie de toute la collectivité est relevé. Le pire exemple à prendre pour parler de l'écart extrême entre les riches et les pauvres, c'est le Brésil. Vous avez des gens extrêmement riches, mais qui ne peuvent plus circuler en voiture parce que ils ont peur de circuler en voiture parce que la majorité des gens au Brésil sont pauvres, ils n'arrivent pas à manger à leur faim, ils ont peur de certains quartiers. Alors vous savez, les gens très riches au Brésil, ils se promènent en hélicoptère. Ils ne le font pas pour leur plaisir, mais ils le font parce qu'ils ont peur. L'écart entre la richesse des riches et la pauvreté des pauvres est tel que, waouh, à tout moment, on peut avoir une révolte et on est obligé, ces gens-là, ces gens riches, sont obligés de payer pour des gardes du corps, ils sont obligés de payer pour des gardiens de sécurité, ils sont obligés de payer pour une armée ou une police de plus en plus répressive, de manière à mater toute révolution. Mais dans des pays où il y a justement cet équilibre-là, on n'a pas besoin de cela. Il n'y a pas de pays parfait. Mais le Canada, justement, c'est un exemple dans ce sens-là. Les gens riches n'ont pas besoin de se promener en hélicoptère. Ils n'ont pas peur de passer dans certains quartiers parce que il y a des filets sociaux qui sont financés par le gouvernement, donc aussi par les impôts et les taxes de tout le monde, qui vont faire ces filets sociaux-là que tout le monde a de quoi envoyer ses enfants à l'école, tout le monde a le quoi, n'est-ce pas, mettre quelque chose dans le frigo, en sorte que je ne lorgne pas du côté de l'homme riche pour mettre le feu chez lui. Donc pour produire le changement qu'il faut, on a besoin de conclure des alliances avec les gens d'affaires parce que les gens d'affaires constituent des agents de blocage qu'on doit transformer en force de changement.
avec qui nous devons nous coaliser? Ah, mais aussi avec les militaires. N'oublions pas, dans les pays de Noirs, là, les militaires sont des faiseurs et des défaiseurs de rois. Et vous notez surtout, lors de la période de la décolonisation, quand les pays tuteurs, quand les agents secrets des États-Unis, de la Belgique, de la France, par exemple, ont voulu bloquer une révolution, ont voulu bloquer justement le processus de changement dans un pays, de qui se sont-ils servis? Des militaires. Vous pensez qu'être noir se réduit à la couleur de la peau? Vraiment, détrompez-vous. Je suis Jean Fils-Aimé, théologien, historien et maître en administration publique. Être noir, c'est plus que cela. Être noir, c'est une place qu'on vous assigne. Être noir, c'est un taux de chômage 2 fois plus élevé que les autres. Être noir, c'est être interpellé jusqu'à 5 fois plus par la police que les autres. Être noir, c'est, au fait, avoir un salaire moindre, à expérience et à compétences égales pourtant. Être noir, enfin, c'est être majoritaire dans la population carcérale. On a toujours dit que si l'on veut cacher une information au noir, il faut la placer dans un livre. Nous allons défaire ce préjugé. Dans ce livre, je vous montre page après page le mécanisme de la fabrication du noir en Occident. Mais bien plus, je place entre vos mains un outil pour vous aider à détruire cette machine et à occuper la place qui vous revient, non seulement pour la gloire de nos ancêtres, mais pour le rayonnement de la postérité. Le livre sera officiellement lancé le 22 août prochain à l'occasion de la journée du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Au fait, dans ce livre, j'ai fait la démonstration que même si l'esclavage a été aboli, la machine à fabriquer des Noirs persiste, d'où le racisme. Lisez mon livre, Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la machine. Le livre sera lancé le 22 août au prix de 40 $, mais il est désormais en vente sur mon site web www.jeanfissem.com en français ou en anglais au coût de 30 $ et économisez 10 $ jusqu'au lancement officiel le 22 août. Ne l'oublions pas, nous sommes ensemble, détruisons ensemble cette machine à fabriquer des Noirs. On a besoin de faire des alliances avec les intellectuels. Bien sûr qu'il y aura toujours des intellectuels de type traditionnel qui produisent un petit peu pour qu'ils paraissent savants, pour qu'ils paraissent érudits, mais qui ne prendront jamais fait et cause pour leur collectivité. Pourtant, nous avons quand même besoin de recruter, nous qui souhaitons le changement, d'entre 10 à 20% d'intellectuels qu'on veut transformer d'agents de blocage en force de changement. Parce que c'est des intellectuels qui pensent, ce sont des intellectuels qui enseignent, donc ils ont la jeunesse devant eux. Et pour produire un changement, nous avons besoin d'un certain type d'intellectuels. Il faut faire alliance aussi avec les directeurs d'opinion qu'on retrouve dans des médias. Ah oui, ceux qui ont le micro, ceux qui ont les caméras. Malheureusement, beaucoup d'entre eux gaspillent ce temps-là à faire des niaiseries. Beaucoup d'entre eux gaspillent ce temps-là à aliéner la collectivité, alors que les influenceurs, ceux qui ont le micro, ceux qui ont justement une certaine audience, sont des forces d'aliénation pour l'instant qu'il nous faut transformer pour beaucoup d'entre eux en agents de changement. Imaginez là, quand vous avez des gens de micro, des gens qui sont devant des caméras, qui sont des nationalistes, qui sont des patriotes, des gens qui sont suivis par des milliers, des millions de gens, eux, s'ils sont de bonne foi, seront des forces de changement redoutables. Et nous avons besoin, dis-je, de nous coaliser avec eux, de conclure des alliances avec les gens de médias. Par élite médiatique, j'entends aussi les artistes. Des artistes, les stars, ceux qui sont dans l'entertainment, ceux qui chantent, ceux qui font du sport. Vous savez, les humains, quoi qu'on fasse, vont toujours avoir le cœur
à la distraction, vont toujours avoir le cœur à l'amusement. Les Romains ont inventé l'expression du pain et des jeux. Oui, on a besoin du pain, mais on a aussi besoin de jouer. Donc ceux qui nous distraient, ceux qui nous amusent, pensons, n'est-ce pas, aux joueurs de foot, pensons aux joueurs de basket, pensons, n'est-ce pas, aux artistes quelconques. Si on arrive à recruter entre 10 à 20% d'entre eux pour influencer le processus de changement, mais voilà, nous serons gagnants. Il ne faut jamais sous-estimer l'influence d'un artiste. Hein. Vous savez, je suis historien de formation et je prête attention à la manière dont les gens construisent leur notoriété. Et je note avec un peu de sourire comment François Mitterrand, pour construire sa popularité en tant qu'homme de gauche, pour construire sa notoriété, a dû se rapprocher de Dalila. Parce que la chanteuse Dalila était très populaire, elle était très aimée dans le cœur des Français et il tenait, François Mitterrand, à être vu avec Dalila. Sarkozy n'a-t-il pas fait la même chose avec Johnny Hallyday? Donc on a besoin de l'influence des artistes pour produire les changements. J'ai parlé d'une coalition que nous devons faire avec des religieux, avec des gens d'affaires, avec des militaires, avec les élites médiatiques et artistiques, mais avec les politiciens aussi. C'est eux qui ont la commande, c'est eux qui ont la gouverne des choses. Oui, la majorité d'entre eux sont pourris, la majorité d'entre eux sont là pour leur propre poche, pour leur propre bien-être, mais il faut qu'il y ait parmi eux, ne fût-ce qu'un faible reste. Imaginons 10% qui comprennent que la politique n'est pas faite pour se servir, mais pour servir les autres. Eh bien, nous avons besoin d'identifier ces agents de changement-là, de les recruter, de faire alliance avec eux pour changer le visage de nos pays. Nous avons aussi besoin, ça c'est important. Vous savez, malheureusement, le destin des pays noirs est décidé par des pays tuteurs comme la France, comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, comme la Belgique, etc. Donc, plutôt que d'être continuellement en confrontation avec eux, nous avons besoin de faire alliance avec certains politiciens étrangers de ces pays-là qui vont nous aider à porter la cause devant l'opinion publique étrangère. Ça ne veut pas dire que nous avons nécessairement besoin d'être de bons amis du président français. Ça ne veut pas dire que nous avons nécessairement besoin de faire de l'aplaventrisme, non, pas du tout, auprès des politiciens étrangers, mais dans la classe politique des pays étrangers qui contrôlent le destin de nos pays. Nous avons besoin de faire alliance avec quelques politiciens qui vont avoir une certaine sensibilité pour nous. Il faut être réaliste. Moi, je suis un pragmatique en matière d'analyse politique. Lorsque Jean-Bertrand Aristide avait subi son premier coup d'État, c'était important qu'un premier ministre du Canada comme Brian Mulroney prenne fait et cause pour lui et le soutienne. Lorsqu'Aristide a subi son premier coup d'État, c'était important qu'un président français, en la personne de François Mitterrand, le soutienne. Et quand on devait rétablir l'ordre démocratique, même si je n'aime pas les Clinton, je veux que vous le sachiez, mais Bill Clinton a aidé au retour de Jean-Bertrand Aristide. Et nous avons besoin, précisément parce que nos pays ne sont pas des îles isolées, nous participons à la vie internationale, même si les pays tuteurs ne nous aiment pas, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, disait Charles de Gaulle, mais dans ces pays-là, nous devons faire alliance avec des politiciens de bonne foi qui comprennent nos causes et qui peuvent influer sur l'opinion publique de leur pays respectif. On ne produit pas de changement sans coalition, c'est ce qu'il faut retenir. Il faut identifier ceux qui ont de l'influence dans nos pays, les religieux, les gens d'affaires, parce que c'est eux qui payent les employés, les artistes, les militaires, ceux qui sont influents dans les médias, les pays tuteurs, les identifier et faire alliance avec des politiciens dans ces pays-là. Et il faut aussi faire alliance avec les gens de la diaspora. Vous notez que
quoi qu'on dise, l'aide la plus stable pour nos pays noirs vient des diasporas. S'agissant d'Haïti, c'est plus de 3 milliards de dollars américains qui sont transférés annuellement vers Haïti. 3 milliards de dollars américains continuellement, et ça c'est sans compter ceux qu'on apporte, n'est-ce pas, chez nous lorsqu'on voyage. Ça, aucune aide internationale ne la dépasse, n'est-ce pas, cette aide-là. Mais il faut faire alliance avec les gens de la diaspora. Parce que les gens de la diaspora ont acquis un certain savoir, ils ont acquis un certain savoir-faire, ils ont acquis, n'est-ce pas, un certain savoir-être, ils ont des moyens de consommation plus forts que ceux qui sont encore dans le pays. Pour produire les changements, nous avons besoin de nous coaliser avec les gens de la diaspora. Donc vous notez que, précisément parce que le changement concerne toute une collectivité, pour le réussir ce changement, le deuxième C, c'est coalition. Troisième C, c'est important. On veut des changements, mais qu'est-ce qu'on veut changer? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Quel type de résultat on veut? Le troisième C, il faut construire une vision claire et une stratégie claire. Ah, mais on veut changer le pays! Changer un pays ne se réduit pas à changer un gouvernement. Dans nos pays, souvent, et c'est souvent le piège dans lequel nous tombons, nous souhaitons un changement, mais nous pensons que le changement se réduit au changement de gouvernement. Alors, pour détourner le désir de révolutionner nos pays, au point nommé, les forces de blocage vont faire tomber un gouvernement. Mais malgré la chute d'un gouvernement, notre situation ne s'est pas améliorée parce que c'est le jeu de la chaise musicale. Au toi que je m'y mette. Pour produire un changement véritable, il faut construire une vision claire et une stratégie claire. Ah, vous savez, c'est des intellectuels qui se réunissent. C'est quelques citoyens qui se réunissent pour concevoir une vision, la mettre sur papier, la clarifier, mettre sur pied des stratégies. Mais bon Dieu, si on ne veut pas sombrer dans le travers de l'oligarchie, si on ne veut pas sombrer dans le travers de l'aristocratie, cette vision-là, il faut la communiquer, d'où le quatrième C, la communication. Vous savez, je suis un expert en management, on gère par la communication. Un bon leader est toujours quelqu'un qui prend le temps de communiquer sa vision. Eh bien, pour produire un changement, dans nos pays, nous avons besoin de communiquer le changement que nous souhaitons à un plus large consensus que possible. Plus les gens vont comprendre, plus ils vont s'adhérer, plus ils vont adhérer à notre désir de changement. Malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On a une poignée de politiciens qui se réunissent dans un salon. Moi, je les appelle les penseurs des grands salons. Et puis, ils se réunissent dans un grand salon, l'air climatisé, etc. Le bon vin, le champagne, le caviar. Et puis, ils disent, écoutez, puisque nous sommes compétents, le pouvoir nous revient de droit. Non, ça ne suffit pas. Pour produire le changement, il faut savoir susciter l'adhésion de tous, ou l'adhésion du plus grand nombre. Et comment cela se fera-t-il? C'est par la communication. Cinquième C. Vous savez, tout changement va provoquer de la résistance. C'est normal. À commencer par moi, tout le monde aime ses zones de confort. On n'aime pas changer nos habitudes. Ceux qui ont obtenu des privilèges grâce à un système ne voudront pas changer automatiquement. D'où le cinquième C, il faut savoir casser les résistances, casser les obstacles. En disant casser les obstacles ou casser les résistances, qu'on comprenne bien, j'entends transformer les résistants en collaborateurs. Transformer les obstacles au changement en agents de changement. Et vous savez quoi? Ça se fait en expliquant. Il faut prendre le temps de faire comprendre à tous que tout le monde gagne.
Lorsque tout le monde peut envoyer son enfant à l'école, lorsque tout le monde peut mettre du pain et du beurre sur une table, lorsque tout le monde a droit à l'eau potable, lorsque tout le monde a droit à des routes, mais tout le monde gagne. Les riches vont continuer à s'enrichir, mais les pauvres, eux aussi, vont s'enrichir. Ça s'appelle la redistribution de la richesse. Ça ne rapporte à personne que de confisquer la richesse. Donc il faut, 5e C, casser les résistances, transformer les agents de résistance en force de changement. 6e C, il faut citer les résultats qu'on attend. Il faut en faire la démonstration. Il faut aider tous et toutes à comprendre que si on fait ce qu'on dit qu'on va faire, si on arrive à concrétiser la stratégie, si on arrive à inscrire dans la glace du réel la vision qu'on a conçue, voici les résultats qu'on va obtenir. Le 6e C, citer les résultats. Les humains aiment être convaincus par des démonstrations. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles, pour des canards sauvages, là. Il ne faut pas promettre qu'en 10 ans, tout le monde va devenir riche et qu'en 5 ans, on va construire un hôpital à chaque 10 km. Ça, c'est impossible, ça. D'accord? Même les pays les plus avancés n'y arrivent pas. Mais il faut savoir faire comprendre aux gens. Les humains sont des gens intelligents. Il faut parler à leur intelligence. Leur montrer que si on met en place cette véritable vision, cette véritable stratégie, voici les résultats qu'on va atteindre. Je n'aime pas jouer sur les émotions des gens, faire dans le pathos. J'aime plutôt parler à l'intelligence des gens parce que quand on comprend, on agit mieux. 7e C. Quand on veut construire un changement qui dure, qu'est-ce qu'on fait? On construit de nouveaux comportements. On suscite de nouveaux comportements. Pourquoi y a-t-il tant d'écart entre les riches et les pauvres dans nos pays? Mais c'est dû à des comportements qu'on a appris à l'école. Dans les pays noirs, écoutez-moi bien, les pays noirs ont été conçus par des Occidentaux pour être des pays de transit. C'est ça le fameux pacte de l'exclusif. Qu'est-ce que c'était que la colonisation? La colonisation, c'est des gens qui viennent brasser des affaires dans un pays étranger pour retourner jouir de ces richesses-là dans leur pays à eux. Qu'est-ce que c'est que l'esclavage? Eh bien, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui vous kidnappent, qui vous emmènent ailleurs, qui vous font travailler pour eux afin que eux puissent jouir de leur richesse dans la métropole. Mais vous savez quoi? Nous gardons cette mentalité de transit. On dirait que nous ne réalisons pas que nous sommes chez nous à demeure. Nous sommes chez nous pour y rester. Donc il faut prendre le temps de construire à long terme. Pour construire à long terme, il faut, 7e C, construire de nouveaux réflexes chez nos frères et sœurs. Et c'est l'école qui doit faire ça. Ce sont les médias, par l'éducation citoyenne, qui doivent faire ça. C'est l'État qui doit comprendre que les mauvais résultats qu'on a obtenus viennent des mauvais réflexes dont nous avons hérité depuis l'époque de l'esclavage et de la colonisation. Il faut donc construire de nouveaux réflexes. L'école est importante. Les médias sont importants quand on veut construire de nouveaux réflexes chez une population. 8e C, concevoir de nouvelles institutions, les amis. Vous vous souvenez, la semaine dernière, dans mon autre émission, je vous avais dit, les pays développés répètent au moins 3 fois le mot institution, institution, institution. Les pays faibles, ce sont justement des pays dans lesquels les institutions sont au service d'un homme. On sait ce qui arrive dans nos pays noirs. Les hommes ou les individus sont plus forts que les institutions. Il faut renverser cela. Il faut concevoir des institutions qui soient si fortes que tous subissent justement la loi de ces institutions-là. On ne construit pas le changement sans se doter d'institutions qui incarnent le changement.
je n'aime pas toujours De Gaulle, mais il a une bonne compréhension de ce qu'est l'État, quant à moi. Il a dit une fois, l'État c'est quoi? C'est une vision, ce sont des institutions et ce sont enfin des pratiques. Et j'aime l'ordonnancement. L'État conçoit une vision, pas vrai, que l'on met en place dans des institutions. Les institutions doivent incarner une vision de justice, une vision d'égalité des chances, une vision de droit, une vision de démocratie. Et quand on a des institutions fortes, on a des pratiques fortes. 9e C, il faut comparer, confronter, collationner. Vous savez, il n'y a rien qui soit éternel. Ce qui était bien il y a 200 ans, dans le cas des États-Unis, mérite d'être comparé à d'autres pratiques dans le but de les changer. Vous savez, on peut mesurer un pays sous-développé ou un pays avancé à la vétusté de ses institutions. Nous avons à ce point peur des changements que nous avons des choses chez nous qui datent de l'époque de la colonisation et qu'on refuse de changer maintenant. Ce n'est pas parce que j'aime ma mère que je vais continuer à cuisiner dans les mêmes chaudrons que ma grand-mère. J'apprends la cuisine de ma mère, mais je peux changer d'ustensile. Parce qu'il y a des ustensiles qui sont plus efficaces, des ustensiles qui sont moins énergivores. Eh bien, le 9e C, quand on veut produire le changement, on est tout le temps en train de comparer, on est tout le temps en train de confronter ce qu'on a dit, ce qu'on a mis en place comme stratégie pour voir si ça vaut encore la peine. Est-ce que c'est toujours efficace? En management, on appelle ça du benchmarking. Il faut toujours comparer ce qu'on fait à ce que les autres font pour voir, eh bien, qui a les meilleures pratiques. Et le 10e et dernier C, si on compare, c'est dans quel but? C'est dans le but de corriger ce qui mérite d'être corrigé. Vous savez pourquoi j'ai parlé d'agents de changement versus des forces réactionnaires? C'est parce que il y aura toujours des gens qui vont s'en tenir à ce qu'ils savent, qui ne voudront pas que les choses changent parce qu'ils sont bien là-dedans, soit parce qu'ils sont résignés, soit parce qu'ils tirent avantage du statu quo. Eh bien, quant à nous qui souhaitons le changement, nous devons à chaque fois, après avoir comparé, corriger ce qui doit être corrigé dans le but de bonifier, dans le but d'améliorer. Vous notez ce que j'ai dit au début de l'émission? Pour changer une collectivité, pour changer un pays, pour changer une nation, on n'a pas besoin que 100% des gens soient d'accord. L'unanimité n'est pas possible pour une nation de plusieurs millions d'habitants. Mais on doit construire un consensus le plus large que possible, avec les gens que j'ai identifiés, les religieux, les militaires, les artistes, les influenceurs médiatiques, n'est-ce pas, que dis-je encore, les intellectuels, les gens d'affaires, etc. Recruter entre 10 à 20% d'entre eux qui sont de bonne foi, de manière à construire une vision qu'on va communiquer aux autres. Et au fur et à mesure qu'on va prendre le temps de communiquer cette vision, les gens vont dire « Waouh, j'y crois encore, c'est possible ». Et on va pouvoir opérer les changements souhaités. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire, à offrir à nos proches. On est ensemble. Donc vous notez que le changement part d'une conscience de la nécessité du changement. Il faut en être conscient de la nécessité. Il faut en éprouver le besoin. Plus nous sommes nombreux à éprouver le besoin
de produire un changement, plus la tâche sera facile, plus facile sera la tâche. En sorte que, comme je l'ai dit au début de l'émission, la première étape, c'est mon premier C, c'est que des gens éveillés, des gens conscients, aillent conscientiser les autres. Aucun changement ne réussit, aucune révolution ne réussit sans l'adhésion de ceux pour qui ce changement ou cette révolution a été conçu. Donc il faut conscientiser, il faut prendre le temps de le faire. Et aujourd'hui, nous avons les outils pour le faire. Je fais ce que je fais depuis le Canada, mais depuis le Canada n'empêche, j'entre chez vous en Afrique, j'entre chez vous en Haïti, j'entre chez vous en Europe, j'entre chez vous, n'est-ce pas, aux États-Unis. Mais si vous faites le même travail de conscientisation auprès des vôtres, ça ne prendra pas plus de temps qu'il le faut avant qu'on puisse produire ce changement véritable. Il faut conscientiser. Voilà pourquoi je ne me lasse jamais de faire ce que je fais là. Je suis heureux de le faire parce que je dis, même si je ne verrai pas nécessairement de mes yeux à moi les changements souhaités, eh bien, à force de semer, quelqu'un viendra arroser et quelqu'un d'autre viendra récolter. Car ce qu'on sème sortira un jour de terre. De la conscientisation du changement naîtra une vision de ce changement. Qu'est-ce que je veux? Souvent, nous nous contentons de dire ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de dictature, nous ne voulons pas d'oligarchie, qui s'accaparent des biens de tous pour leur bien à eux. Fine. Mais en plus de dire ce que nous ne voulons pas, nous avons besoin de dire ce que nous voulons. D'où la nécessité d'une vision. Mais vous savez, tous n'ont pas la capacité de verbaliser une vision. Tous n'ont pas la capacité de mettre des mots sur ce qu'ils veulent. D'où la nécessité pour un petit groupe, c'est toujours comme ça que ça commence, de concevoir une vision, de la clarifier, de faire en sorte que cette vision représente les desiderata de la collectivité. De la vision naîtra une vocation ou des vocations. On ne savait pas qu'un tel ou qu'une telle s'intéressait à la chose publique. On ne savait pas qu'un tel ou une telle s'intéressait au service public. Mais la crise est telle que, waouh, des leaders éprouvent une certaine vocation pour se jeter justement dans la cause. Laissez-moi vous le dire. Vous savez, ce sont les circonstances qui font des leaders. Je suis historien de formation. Les Toussaint Louverture, les Thomas Sankara, les Patrice Lumumba, les Jean-Jacques Dessalines, mettez-en, eh bien, ils sont nés à partir des crises de leur époque. Il n'y a pas quelqu'un qui naît leader, non. C'est les circonstances qui forgent les leaders. Ne vous inquiétez pas du fait que, en ce moment, vous cherchez des leaders dans votre pays, non. Faites ce que vous avez à faire, conscientisez, coalisez-vous, dégagez une vision, et de la vision naîtront des vocations. Des vocations naîtront des leaders. Des leaders naîtront des missions. Mais retenons surtout, les amis, que pour opérer des changements qui durent, nous avons besoin de l'adhésion d'un plus grand nombre. Nous avons besoin de la participation d'un plus grand nombre. Je suis suffisamment pragmatique, suffisamment réaliste. Je connais la réelle politique. Je sais que je n'aurai jamais la participation des 10 millions d'habitants d'Haïtiens. Vous n'aurez peut-être jamais l'adhésion des 30 millions d'habitants de votre pays respectif. Mais un changement qui dure, c'est un changement auquel le plus grand nombre adhère.
conscientisation, on conscientise les gens. Il y a une vision qui va émerger. De la vision naîtront des vocations. Des vocations naîtront des leaders. Des leaders naîtront une mission. Et de la mission naîtra l'adhésion du plus grand. J'espère vous avoir été utile. Mon intention en produisant l'émission d'aujourd'hui, c'était d'être pédagogique, c'était de vous fournir des outils que vous allez pouvoir suivre, adapter et justement adopter. Le changement est possible dans notre pays, dans nos pays respectifs. Il faut prendre le temps de le penser. Il faut prendre le temps de conclure des coalitions. Et je vous le dis, nos pays sont en crise aujourd'hui. Crise politique, crise alimentaire, crise économique, crise d'insécurité, mettez-en. Mais vous savez, il n'y a rien comme une crise pour susciter une conscientisation sur la nécessité de changer les choses. J'ai eu une camarade chinoise qui me disait, et d'ailleurs c'est la conclusion de l'un de mes livres, Les musulmans au Québec, cette camarade chinoise me disait que dans le mandarin, il y a un mot qui est formé de 2 caractères. Le mot weiji, je ne connais pas le mandarin, je paraphrase. Il a dit que ce mot de 2 caractères, justement, est formé de 2 caractères qui ont des connotations opposées. L'un des caractères dénote une menace, un risque, une crise. Tandis que l'autre caractère veut dire opportunité. Paradoxe chinois, me direz-vous, avec raison. Je voudrais pouvoir dire paradoxe africain, paradoxe haïtien, paradoxe d'afro-descendant. Le mot weiji dégage une philosophie profonde. La voici cette philosophie. Derrière chaque crise se cache une opportunité. Vous entendez ce que je vous dis? Derrière la crise politique que traversent nos pays, derrière la crise de famine que traversent nos pays, derrière la crise d'insécurité que traversent nos pays, mettez-en, il se cache une opportunité. C'est peut-être l'occasion de conscientiser nos collectivités sur l'opportunité du changement. J'espère vous avoir été utile. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Au revoir. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine. On réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles. Et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources. Nous prenons conscience de notre identité. Et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.